Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour David. Bon, on a un brut qui est passé hier, baril de brut sous les 100 dollars, on n'y est pas loin aujourd'hui. Hier, il y avait l'optimisme renforcé donc, du marché quant à un accord de paix qui serait imminent entre Américains et Iraniens. Et puis aujourd'hui, voilà, la situation reste confuse. Il y a ces frappes américaines dans la nuit sur des sites de missiles dans le sud de l'Iran, frappes qualifiées d'autodéfense par les Américains. Je ne sais pas vous, mais j'ai un peu le sentiment qu'on a déjà vécu cette séquence d'un accord imminent, même si pour le coup, Téhéran a confirmé des progrès qui ont été accomplis. Oui, c'est un point important là, celui-ci, que tu viens de signaler. C'est d'ailleurs par rapport aux autres phases d'espoir de négociation, je dirais que c'est le principal. D'abord parce qu'il y a pas mal de pays dans la région qui participent à l'effort pour rapprocher les positions. Et puis, il semble que ce coup-ci, effectivement, la volonté de négociation du côté iranien est un peu plus solide, puisqu'il y a eu déplacement au Qatar de plusieurs membres de très haut niveau. Il y a eu quand même le président du Parlement iranien, il y a le gouverneur de la Banque centrale aussi pour gérer, enfin discuter du dégel des avoirs iraniens. Donc c'est assez important. Alors après, il faut pas s'attendre. La déception, elle vient toujours du fait que une partie des observateurs ou des investisseurs s'attend à un accord global. Ça y est, c'est fini, etc. Il n'y aura pas d'accord global prochainement. Il s'agit avant tout d'éviter une réescalade. Donc c'est pour ça on avance sur quelques touches très importantes quand même. Rouvrir Hormuz, c'est pas totalement anodin. Obtenir un geste iranien sur l'uranium, voilà, contre une détente économique progressive, c'est-à-dire la levée partielle et graduelle des sanctions, un dégel des avoirs iraniens qui sont gelés depuis 47 ans. C'est pas mal. Et le tout étant accompagné d'une prolongation du cessez-le-feu, voilà, de 2 mois, de 60 jours. Donc on avance petit à petit, mais faut pas espérer un accord global et définitif sur tous les dossiers. Par exemple, sur le programme balistique iranien, il y a aucune avancée. On met ça à plus tard. Sur le statut final de l'enrichissement nucléaire, ce sera réglé plus tard. Voilà. Mais La ratification des... les marchés peuvent Ouais. peuvent saluer déjà et se Oui, satisfaire de réouverture des trois d'Ormuz, ce qui serait juste revenir à la situation pré-28 février. oui, alors après, le prix du baril est à 100 dollars. Il est à Ouais. 99 quelque chose, là, au moment où on parle. Il est plus à 110. Si on lissait un petit peu les séances de la semaine précédente, etc., on était plutôt vers les 110. Donc, il y a une certaine amélioration. Voilà. Mais un accord global et définitif, si on inclut même les accords d'Abraham, que Trump aimerait bien voir signés par le Qatar et l'Arabie Saoudite, si l'on inclut aussi un engagement de l'Iran à ne pas soutenir ses proxys comme le Hezbollah dans la région, enfin voilà, tout ça, ça viendra après. C'est pour ça que La il ne réaction des s'agit marchés, que juste la réaction de la bourse et du pétrole, c'est pas un peu excessif au regard, encore une fois, de la timide avancée, même si les Iraniens parlent de progrès? non, par rapport au monde d'avant, il y a quand même une progression. Et le marché action, sa boussole principale, même si c'est un peu excessif, ça reste quand même, depuis le 28 février, le pétrole. Donc, quand le pétrole se détend, toutes choses égales par ailleurs, c'est plutôt favorable au marché d'actifs risqués. Voilà comment ça fonctionne. Parce que ça veut dire moins de pression aussi, alors moins de dégradation des conditions financières, moins de pression inflationniste, moins de hausse des taux. C'est pour ça que le marché obligataire également par exemple, si je prends l'OAT 10 ans français, bah, on est 20, 25 points de base en dessous des points hauts des dernières séances. Donc, c'est toujours ça. Voilà. Après, ce dossier-là, cette tension-là avec l'Iran, ne se résoudra pas sur un accord comme ça. Même après un accord plus global, quand il y en aura un, il y aura encore des tensions entre l'Iran et au moins ses voisins.
Israël, évidemment, et un certain nombre d'États du Golfe, et également possiblement les États-Unis. Même Voilà. si, même Donc c'est si, un. euh, même si le guide suprême appelle un renforcement des liens régionaux ce matin entre l'Iran et ses voisins du Golfe. Ouais, mais je ne sais pas quel est le poids exact du guide suprême dans Mojtaba le Khamenei. processus de décision politique en Iran, vu son état de santé, vu le poids qu'ont acquis les gardiens de la révolution, le poids des diplomates. J'avoue que c'est un petit peu difficile à jouer. Mais ce qui est certain, c'est que depuis le 8 avril, depuis le cessez-le-feu, on n'est pas revenu en arrière. C'est ça l'information principale. Et que bon an, mal an, malgré une forte volatilité, malgré toute une série de soubresauts, Et les on frappes va cette nuit, et des frappes cette nuit américaines. oui, mais ça, c'était des frappes défensives, comme a dit Rubio. Donc voilà, c'est pas. C'est et enfin, en l'état actuel des choses, ce message, me semble-t-il, a été entendu par les officiels iraniens. Enfin, voilà. Après, ce qui est problématique, c'est qui gouverne l'Iran et est-ce qu'on a une totale maîtrise de l'ensemble de la chaîne de commandement des gardiens de la Ouais. révolution. Ça, c'est un problème qui va se poser encore au cours des prochaines Eh, semaines et des prochains mois. Jean-Pierre, à partir de quand, pour les marchés, le dossier iranien sera de l'histoire ancienne et la page sera tournée? Non, je crois qu'il ne faut pas rêver. La page ne sera pas tournée. D'ailleurs, moi, quand il y a eu la guerre des 12 jours au mois de juin dernier, au mois de juin 2025, j'ai dit qu'on réentendra parler de cela parce que le dossier n'était pas résolu, hein. L'armée américaine, avec ses bombardiers, était intervenue directement sur 3 grands sites nucléaires iraniens et pourtant, pour moi, le dossier n'était pas clos. Donc, le dossier ne sera pas dans un horizon prévisible, bien évidemment, hein, je ne me prononce pas à 5-10 ans. Il ne sera jamais totalement clos. Il y aura des tensions sporadiques qui reviendront de temps à autre. Hmm. C'est vrai que malgré le conflit, les marchés boursiers ont bien tenu, notamment aux États-Unis. Et il y a ce chiffre incroyable, quand on regarde la saison des publications de résultats, les bénéfices des boîtes américaines ont bondi de 25% au premier trimestre. En Europe, c'est 7%. Donc on se dit que c'est un peu logique que finalement les bourses, malgré tout, se soient bien tenues parce que les bénéfices sont au rendez-vous. Les bourses n'achètent pas le PIB, n'achètent pas de la géopolitique, n'achètent pas un accord de paix, etc. Elles regardent avant tout les BPA réalisés, les bénéfices par action réalisés et anticipés. Et elles voient si c'est crédible. Voilà, c'est tout. Et donc, de ce point de vue, effectivement, le principal driver du rebond des marchés actions, de la bonne dynamique des marchés actions, surtout depuis le 30 mars, c'est évidemment, tu as tout à fait raison, la dynamique des bénéfices par action, surtout et pour ne pas dire presque exclusivement par la tech américaine qui, C'est pas un dans sa sujet, ça. version. C'est pas un sujet de voir que la quasi-intégralité des 10% de hausse du S&P depuis le début de l'année, elle est attribuée au seul secteur de la tech. On retombe dans l'hyperconcentration de la hausse de Wall Street. Alors, attention, alors l'hyperconcentration, déjà, la tech américaine, définition large en intégrant le commerce en ligne, Amazon, Meta, etc., c'est plus de 40% du SP 500 quand même, hein. Donc, c'est un secteur très large. Et d'ailleurs, si on regarde bien les différentes composantes de la tech américaine, c'est surtout les semi-conducteurs qui ont alimenté la hausse. C'est pas les logiciels, le software, par exemple. Et le marché sait bien discriminer non seulement entre sous-secteurs, mais également entre firmes elles-mêmes, celles qui fonctionnent bien. Meta a été sanctionné, Oracle a été sanctionné, d'autres ont été évidemment bénéficié d'un grand soutien des investisseurs. Alors après, attention quand même, là, c'est pas seulement les bénéfices par action, c'est les bénéfices par action, mais dans un environnement macro qui résiste bien également. Parce que au premier trimestre, la croissance annualisée des États-Unis eh bien, a fait 2%. 2%, ben Et ouais. là, sur le deuxième trimestre, c'est à peu près du même tonneau, hein, pour l'instant, Mais en ça va fonction tenir des chiffres jusqu'à qu'on a. quand avec ces créations d'emplois qui tiennent aussi et quasiment 4% d'inflation? Jusqu'à quand ça tient, ça? Bah, 4% d'inflation, déjà, ça dépend de ce qu'on anticipe sur le détroit d'Ormuz. Parce que bon, pour l'instant, c'est le prix de l'essence qui augmente hein, fondamentalement. Il y a pas de diffusion forte, même aux États-Unis, où pourtant il y a des créations d'emplois et il y a de la croissance beaucoup plus forte. Donc tout dépend de ce qu'on pense, de ce qui va se passer sur le détroit d'Ormuz. Donc 4%, voire même un petit peu plus, je suis OK si on garde un prix d'équilibre autour de 95-100. Mais ensuite, en fonction des effets de base et de l'amélioration tendancielle de la situation dans le détroit d'Ormuz, même si ça va prendre du temps parce qu'il y a un problème
évidemment de redémarrage de la production, de réinvestissement dans les stocks stratégiques, comme vous l'évoquiez juste dans l'émission précédente. Tout ça, ça va prendre du temps, mais les effets de base vont jouer plus favorablement. Donc, après, pourquoi l'économie américaine résiste? Mais parce que la profitabilité est très élevée. Les marges sont très élevées. Et corporate américain, dans ce cas-là, ne licencie pas et ne coupe pas les dépenses CAPEX. Voilà. La productivité elle-même est très élevée. L'Amérique, malgré l'IA, malgré une croissance à 2%, est capable de créer environ 70 000 emplois en moyenne mensuelle Oui, mais c'est sur les 4% 6 derniers mois. d'inflation, malgré tout, ça fait du mal au consommateur américain Ça fait du qui n'a pas mal d'action aux en bourse. consommateurs. Eh ben oui, mais ils ont des actions en bourse, c'est ça la question. Et puis, il y a des baisses d'impôts aux États-Unis, hein, donc voilà. Et les baisses d'impôts, pour l'instant, qui ont été votées l'an dernier, elles l'emportent, hein, en termes macroéconomiques sur les augmentations du prix de l'essence. Voilà. Et donc, alors ça ne veut pas dire que ce sera une grosse année pour la consommation des ménages américains. Ce sera une année entre 1,5 et 2, quoi. C'est pas Oui, extraordinaire. On a déjà ouais. vu mieux. Mais de toute façon, ce qui fait la croissance américaine, c'est l'IA, les gains de productivité, les effets de richesse et les dépenses CAPEX très puissantes qu'il y a dans ce secteur des nouvelles technologies. Donc Mm. voilà. Et donc pour l'instant, ça tient. Bon, ça tiendra ou pas en fonction de ce que vont faire les banques centrales. Et il y aura la BCE d'abord en premier mi-juin. Qu'est-ce qu'elle fait, la Banque centrale? S'il y a un accord ou pas un accord, est-ce que ça change la donne ou est-ce que les marchés ont acté déjà qu'il y aurait une première hausse de taux directeur de la BCE au mois de juin? Est-ce que c'est une Oh, la connerie? Est-ce que c'est une BCE, boulette si elle fait ça? mais ce ne sera pas la première, hein. Des boulettes, la BCE s'y connaît pas mal, hein. Je veux dire, alors, boulette manifeste, c'est la hausse des taux de 2008, juste avant le choc Lehman. Et rebelote en 2011, en pleine crise de la dette souveraine et avant un cycle récessif, la BCE fait 2 hausses de taux. Et d'une manière générale, sa politique monétaire historique depuis une trentaine d'années a toujours été excessivement restrictive et ne correspond pas, sauf si, bien évidemment, j'exclus la parenthèse, hélas, la parenthèse Mario Draghi, elle n'a jamais été véritablement adaptée à la situation de l'Europe. L'Europe a besoin de taux réels beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Les taux réels sont au-dessus de la croissance potentielle européenne. Je parle des taux réels moyens. Nous avons besoin de taux réels beaucoup plus bas pour financer la transition énergétique, la transition numérique, la transition géopolitique et la transition démographique. Jamais on n'y arrivera Ben, avec les taux des taux directeurs réels sont à aussi élevés. 2%. Les taux directeurs, les taux courts de la BCE sont à 2%. Et les taux allemands est à 3,10 et le taux français est à 3,6, 3,7. Ça, c'est les taux nominaux. Ce qu'il faut regarder dans la Ouais. macroéconomie, c'est les taux ajustés des anticipations d'inflation. Elles sont trop élevées encore aujourd'hui. Toute l'histoire le montre. Oui, mais C'est Draghi qui avait raison. pour réduire les anticipations d'inflation, il faut que la BCE soit crédible. Donc, faut Mais elles qu'elle. ne montent pas beaucoup, les anticipations d'inflation. Et pour être crédible, on peut tenir un discours de vigilance sans... c'est pas... Parce qu'à ce moment-là, c'est trop facile. Il suffit d'envoyer l'économie en récession et les anticipations d'inflation vont baisser, ça, mécaniquement. Si c'est ça l'enjeu, si c'est ça l'objectif de la Banque Centrale Européenne, mais c'est catastrophique parce que, bien évidemment, qui dit récession dit dégradation des finances publiques, dégradation de la situation économique, politique et sociale. Donc, on ne peut pas se permettre ça. Et la BCE devrait jouer un rôle beaucoup plus politique, comme l'avait bien saisi Mario Draghi. Il continue de le saisir à travers ses rapports uniquement et pas son action, comme c'était le cas lorsqu'il était président de la BCE. Et de toute façon, il n'y a pas d'augmentation de l'inflation sous-jacente. Il y a une profonde dégradation de la conjoncture en Europe. Les intentions d'embauche se dégradent, les conditions financières se dégradent. On subit la menace, de nouvelles menaces commerciales de Trump sur l'automobile, etc. Enfin, l'Europe est presque au bord de la récession, pas tout à Donc, fait, si mais Jean-Pierre Petit euh, était le président de la BCE, il fait quoi? le président de la BCE, aujourd'hui, il est avant tout pragmatique et il dit qu'il n'y a pas besoin de relever les taux, qu'il a confiance dans les capacités de l'Europe à limiter dans le temps les pressions inflationnistes. Il reste vigilant. Et Ouais, mais puis au surtout, moment de la crise inflationniste 2021-2022, on était en mais on n'était retard. pas du tout dans la même situation. Avant même la guerre d'Ukraine, on était déjà à des niveaux d'inflation largement supérieurs à 100%. Les anticipations d'inflation étaient très fortes. On sortait d'une période de croissance de 5,5% de croissance en 2021. Il y avait des goulets d'étranglement post-Covid déjà
très fort, avant même que le prix Ouais, de l'essence explose. aujourd'hui, c'est différent, ça. Bah, aujourd'hui, c'est complètement différent. Le consensus en début d'année était à 1,4% de croissance en zone euro. Nous, on était beaucoup plus bas, on était à 1,1. On a baissé tout de suite. Après la guerre d'Iran, on est baissé à 0,6. Le consensus est passé à 0,8 et je crains fort qu'à moins que la situation s'améliore très rapidement, qu'il faille encore que le consensus va encore baisser ses prévisions de croissance parce que je crois qu'on sous-estime la faiblesse de la croissance potentielle européenne. Je me dis à midi 28, le mardi 26 mai, qu'est-ce qui rassure et qu'est-ce qui angoisse Jean-Pierre Petit? Il n'y a rien qui m'angoisse, il n'y a rien qui me rassure, David. Non, mais Euh, sur quoi il faut être vigilant? Qu'est-ce qu'il y a de rassurant sur les marchés? Voilà, je ne sais pas comment. À quoi on peut se raccrocher et deux, ce sur quoi il faut être vigilant. L'innovation technologique, David. Nous vivons une période, alors peut-être qu'il faudra que je revienne, enfin, mais il y a d'autres spécialistes qui s'y connaissent beaucoup plus que moi, je pense, et qui passent dans ton émission pour parler de l'intelligence artificielle. Mais je pense que la meilleure nouvelle aujourd'hui, globalement parlant, j'ai envie de dire, dans l'environnement des marchés, c'est évidemment cette phase d'innovation qui s'est renforcée et déployée depuis quelques années dans le domaine de l'intelligence artificielle et qui a tendance plutôt à nous surprendre positivement. Hmm. Voilà, la meilleure nouvelle qui soit. Et j'imagine celui ou celle qui La nous meilleure, regarde. la Ouais. plus mauvaise nouvelle, c'est la médiocrité. Encore, je suis très sympathique en disant ça. L'effarante médiocrité de la gouvernance politique européenne et française. Hmm. Voilà. Si j'ai 100 euros là à placer, je le place où? La meilleure affaire possible, que ce soit sur les marchés, taux, or, pétrole, whatever. Non, non, mais c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. D'abord, avant de regarder l'actif, il faut regarder le passif, les contraintes de liquidité, etc. Parce que c'est pas du tout la même chose. Voilà. Ensuite, tout dépend de l'horizon. De quel horizon parle-t-on? Un horizon des prochaines semaines ou des prochaines années, À etc. horizon Le 3 meilleur ans, actif, 2-3 ans. à horizon, ouais, on va dire horizon 5 ans, parce que 2 3 ans, c'est un peu intermédiaire. Le meilleur actif dont le risque diminue dans le temps, ça restera toujours les actions cotées. Voilà. Même si la valorisation absolue et relative aujourd'hui des actions dans le monde, et surtout aux États-Unis, devrait limiter le potentiel. Mais je crois que le meilleur actif en termes d'espérance de rentabilité ajustée du risque, ça reste quand même fondamentalement les actions, mais les obligations aussi. La semaine dernière, je faisais pas mal d'interventions. Il y a du portage intéressant, hein. On a atteint 4,60, 4,65 sur le 10 ans 10 ans américains, américain. ouais. Je disais presque 4% sur l'OAT. Il faut vraiment une très forte augmentation des taux d'intérêt pour supprimer le coupon. Donc, je trouve qu'en termes de rendement risque, à court terme, en tout cas, les obligations souveraines restent intéressantes. Et donc, si je dis les obligations souveraines, si la récession est pas trop forte et si même le ralentissement n'est pas trop fort, ça veut dire que la composante corporate, ce qu'on appelle investment grade, euh, devrait aussi également bien résister. Voilà. Allez, merci beaucoup. Entretien toujours intéressant avec l'économiste Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie. Merci Jean-Pierre, salut, à À bientôt. bientôt, David. Ciao, Au merci. revoir.